Pensez-y une seconde. Que ce soit pour une équipe de sport, une ville ou même un pays, on a tous un clan. Mais qu'est-ce qui fait que ce simple sentiment d'appartenance nous pousse si souvent à voir les autres comme des eux? C'est une des forces psychologiques les plus puissantes et les plus invisibles qui existent. On a tous déjà ressenti ça, cette loyauté presque immédiate pour notre équipe, notre ville, notre pays. Mais ça vient d'où, au fond, cette préférence instinctive pour notre clan? Dans cette analyse, on va explorer la réponse et vous allez voir, elle est bien plus surprenante qu'on pourrait le croire. Bon, alors, allons-y. La toute première explication qui vient en tête est aussi la plus intuitive, la plus simple. Cette théorie, qu'on doit notamment à Muzafer Sherif, dit en gros que l'hostilité, c'est une conséquence logique de la compétition. Imaginez deux équipes qui se battent pour un seul trophée. C'est simple, quand les ressources sont limitées, que ce soit du pouvoir, de l'argent ou du prestige, eh bien, la compétition et le conflit apparaissent. Logique. Et cette explication, elle a beaucoup de sens. Le conflit pour des ressources, c'est un moteur ultra puissant dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que ça suffit vraiment à tout expliquer? La réalité, comme souvent, est un peu plus complexe que ça. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Des chercheurs ont mené des expériences qui ont complètement remis en question cette vision qui est basée uniquement sur la compétition pour des ressources. Alors, imaginez un peu le scénario de l'expérience. On crée des groupes sur des critères complètement arbitraires, du genre « vous préférez le peintre Klee ou le peintre Kandinsky ?» Il n'y a aucune histoire commune, aucune interaction, aucun conflit d'intérêts. Rien. C'est ce qu'on appelle le paradigme du groupe minimal, la forme la plus épurée de nous contre eux. La logique voudrait que, sans aucune raison de compétition, les gens distribuent les points de manière équitable, non? Après tout, il n'y a absolument rien à gagner personnellement et aucun conflit d'intérêts à l'horizon. Eh bien, le résultat est juste stupéfiant. Les participants ne cherchaient pas à obtenir le plus de points possible pour leur propre groupe. Non, ils préféraient systématiquement maximiser la différence avec l'autre groupe. En d'autres termes, ils préféraient gagner, mettons, 7 points à 1 plutôt que 12 points à 11, même si ça voulait dire moins de gains au total pour tout le monde. L'important, ce n'était pas de gagner gros, mais de s'assurer que l'autre groupe perde encore plus. Le point clé, il est là. Le simple fait de tracer une ligne dans le sable, de créer un nous et un eux, même de manière totalement artificielle, a suffi pour provoquer un comportement compétitif et discriminatoire. Là, clairement, la théorie du conflit réaliste ne pouvait pas l'expliquer. Il fallait creuser plus loin. C'est justement pour résoudre cette énigme qu'Henry Teitfeld et John Turner ont développé ce qu'on appelle la théorie de l'identité sociale. L'idée des bases est en fait assez simple. Une partie de qui l'on est ne vient pas de notre personnalité individuelle, mais bel et bien des groupes auxquels on appartient. Notre nationalité, notre profession, nos passions, tout ça c'est notre identité sociale. Et c'est ça le moteur psychologique derrière tout ça. On a tous un besoin fondamental de se sentir bien, d'avoir une estime de soi positive. Et comme notre identité est en partie liée à nos groupes, la fierté qu'on tire de ces groupes, elle rejaillit sur nous. Si mon équipe gagne, je me sens bien. Ce processus se déroule en 3 temps. D'abord, on met des étiquettes, on classe le monde social. C'est la catégorisation. Ensuite, on s'investit émotionnellement dans notre groupe. Ça, c'est l'identification. Et enfin, pour savoir ce que vaut notre groupe, eh bien on le compare aux autres. Et cette comparaison, c'est la clé de tout. Pour que notre groupe contribue positivement à notre estime de nous-mêmes, il doit être perçu comme meilleur, ou en tout cas positivement différent des autres. C'est cette quête de distinction positive qui explique pourquoi même dans une situation minimale sans aucun enjeu, les gens créent une différence en faveur de leur groupe. D'accord. Mais alors, que se passe-t-il lorsque notre identité de groupe est négative ou menacée? Que font les groupes qui ont un statut social considéré comme inférieur? La théorie identifie 3 grandes stratégies. La première, c'est la mobilité individuelle. En gros, essayer de passer dans un groupe plus prestigieux. La deuxième, la créativité sociale. Là, on change les règles du jeu psychologique. Et la troisième, la compétition sociale. On défie directement le statu quo. Le slogan « Black is beautiful » est un exemple absolument parfait de créativité sociale. L'objectif n'était pas de changer de groupe, mais de redéfinir la valeur de ses propres caractéristiques. Ce qui était perçu négativement a été réinvesti, réclamé et transformé en une immense source de fierté et de distinction positive. On va voir maintenant comment ces processus psychologiques peuvent carrément alimenter des transformations sociales à très grande échelle. Ici, 2 facteurs sont absolument cruciaux. Est-ce que la hiérarchie sociale est perçue comme légitime et stable? Si un groupe de stature inférieure considère que sa position est injuste, donc illégitime, et qu'elle peut être changée, donc instable, alors toutes les conditions sont réunies pour la compétition sociale et pour la revendication. Et c'est là que la boucle est bouclée. Un changement d'identité, cette prise de conscience collective qu'une situation est injuste, ça peut réveiller le conflit pour des ressources bien réelles, le pouvoir, la richesse, les droits.
La psychologie de l'identité devient alors le véritable moteur du changement social. On a donc vu que le simple fait de tracer une ligne entre nous et eux peut mener à la discrimination. Mais on a aussi vu que lorsque cette identité de groupe se sent dévalorisée et injustement traitée, elle peut devenir une force de changement capable de redessiner le monde. La question n'est donc pas de savoir si on appartient à des groupes, c'est un fait, mais de comprendre ce qu'on fait de cette appartenance. Merci d'avoir suivi cette analyse.